Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour expliquer scientifiquement ce que sont les rêves. Parce que en fait à l'origine je voulais faire une vidéo pour expliquer les rêves dans les films, les séries, la littérature, sauf que déjà il y en a plein déjà des vidéos comme ça, et puis ensuite quand on tape rêve dans votre moteur de recherche préféré, on trouve surtout du développement personnel, de l'interprétation du rêve, de la pseudo-psychanalyse, est-ce un pléonasme? Ne me tapez pas. Ainsi pour commencer je vais faire une petite vidéo pour présenter comment la science explique ce que sont les rêves, avant qu'on puisse en parler dans les séries, les films, etc. Parce qu'en fait, il s'agit d'un champ de recherche où il subsiste un grand nombre de suppositions. Comme tous les champs de recherche, en fait. La science! Mais ici, plus qu'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'il y avait de nombreux modèles théoriques qui étaient surtout spéculatifs. Donc c'est parti pour un petit état de l'art. Je mettrai des liens en description, la description est là. N'hésitez pas à faire vos recherches si ces domaines vous intéressent, voire à commenter si je fais des erreurs, parce que je prétends pas avoir tout compris loin de là. D'ailleurs, commentez pour que je me sente moins seul. Quand on parle de quelque chose, on aime bien le définir. Et sur les rêves, tout le monde n'était pas d'accord jusqu'à il y a quelques années. Il y a eu une grande réunion de différents chercheurs, et tout le monde a décidé d'appeler rêve tout scénario, perception, pensée, émotion, ressentie pendant le sommeil et rappelée au réveil. On distingue donc le rêve vécu, l'expérience en elle-même, du rêve souvenir, qui est un processus de reconstruction pour soi, donc avec des pertes, des passages mis en valeur au détriment d'autres, ça c'est comment on se souvient du rêve récit, la retranscription orale et tout ce que ça implique comme biais, comment on va mettre en récit notre rêve. Donc pour commencer, petit retour en arrière pour comprendre ce que sont le sommeil et les cycles. Le sommeil, c'est une inactivité comportementale qui se déroule dans un lieu et une position spécifique. C'est un état réversible au moyen d'un stimuli important comme un seau d'eau sur la tête. Le seuil du réveil est nécessairement supérieur à un simple repos, parce que je rappelle que si on nous prive de cet état, ça implique nécessairement une récupération, on est fatigué, ou alors la mort. En 1953 aux États-Unis, Eugene Azerinsky, un étudiant en PhD, et son superviseur Nathaniel Kleitman mettent en évidence l'existence d'une période de sommeil à travers l'observation du mouvement des yeux, donc une période où on a des mouvements des yeux rapides. Un de ses collègues, William Charles Dement, la nomme REM Sleep pour Rapid Eye Movement. Parmi les explications possibles, on a entre autres avancé l'hypothèse du scanning, qui suppose une corrélation entre le mouvement des yeux que l'on a et le contenu des rêves. Mais si on l'a constaté sur certains cas, on l'a invalidé sur de nombreux autres, donc on peut laisser tomber ça. Par contre, le français Michel Jouvet, il appelle cette période de REM Sleep le sommeil paradoxal, et il essaye de déterminer ce qui, dans cette phase, provoque la paralysie du bas du corps jusqu'au cervical. Il identifie le locus subsurellus, parce qu'il constate qu'en désactivant cette zone du cerveau chez les chats, ceux-ci semblent extérioriser leurs rêves en se mettant à bouger n'importe comment pendant cette période. Le sommeil est une expérience vitale, on ne le dira jamais assez. Pour vous donner un exemple, en 1964, Randy Gardner a établi le record de 11 jours et 25 minutes sans sommeil et après 2 jours de récupération. Pendant cette durée, il a tenu un carnet de bord avec 2 autres étudiants et le lieutenant-commandeur John G. Ross l'a surveillé tandis que le docteur William C. Dement a assisté à la performance, mais ça reste un cas particulier. L'utilité du sommeil est très controversée en science. Il est attesté que tous les vertébrés dorment, même s'il est difficile de leur demander s'ils rêvent. Exemple, Firefox, tu rêves? Très peu concluant. Mais même si on ne peut pas supposer qu'ils rêvent puisqu'il est difficile de leur poser la question, on est quand même confronté à un état d'atonie où l'animal est en danger face à tous ses prédateurs, puisqu'il est quand même en train de dormir, quoi. Et pour expliquer qu'il soit maintenu tout au long de l'évolution, il y a plusieurs théories. La théorie économique, qui estime que le sommeil est une phase d'économie d'énergie avec la baisse de la température corporelle, la théorie restauratrice, qui défend qu'il s'agit d'un moment de récupération musculaire, et celle de la plasticité cérébrale qui affirme que le sommeil est une phase évolutive de développement du cerveau, qui donne donc un avantage évolutif important. On a toutefois quelques certitudes empiriques, par exemple, et toi-même tu sais avec tes fameux examens préparés la veille pour le lendemain, que l'apprentissage d'un texte avant de dormir mène à un gain en moyenne de 20% de sa connaissance au réveil. Et les habitudes de sommeil peuvent aussi ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer en diminuant la quantité de protéines bêta-amyloïdes. 2 processus sont à l'œuvre pendant le sommeil. D'une part, le processus homéostatique qui déclenche le sommeil avant de récupérer de la phase d'activité, donc ça c'est la fatigue. Et l'horloge circadienne qui dépend d'une région de l'hypothalamus qui a génétiquement une structure cyclique.
ce qui fait que l'on dort à des heures plus ou moins accordées sur le rythme jour-nuit et dans une durée d'environ 8 heures. On distingue communément 5 cycles dans le sommeil. L'éveil et l'endormissement, donc les états synchronisés, le sommeil léger, le sommeil lent, le sommeil profond et le sommeil paradoxal qui, comme on l'a vu, est le sommeil REM, le sommeil avec les rapides mouvements des yeux. De la première à la quatrième phase, on observe sur l'électroencéphalogramme des ondes de faible amplitude et de fréquence moyenne, qui deviennent progressivement des ondes de forte amplitude et de fréquence faible. Au fur et à mesure du temps qui passe, apparaît une cinquième phase, dite de sommeil paradoxal, qui marque un passage à des ondes de faible amplitude et de fréquence plus régulières, soit une activité électrophysiologique semblable à celle de l'éveil, alors qu'on se trouve dans un état d'atonie musculaire presque totale. La première hypothèse est celle de Michel Jouvet. En observant les chats, qui bougent pendant leur sommeil paradoxal, il fait une hypothèse en 1961 que le sommeil paradoxal est la séquence d'où viennent les rêves. Le réveil lors de cette phase donne lieu le plus souvent à des souvenirs de séquences oniriques complexes et incroyables. Pourtant, 6 mois plus tard la même année, une expérience est réalisée sur des personnes en sommeil lent, donc la phase 4, la phase juste avant, et on observe aussi des rêves qui, même s'ils sont différents dans leur contenu, qui sont bien plus banals, ils existent quand même, ce qui amène l'invalidation de l'hypothèse. Donc, par contre, on différencie toutefois le contenu des rêves non REM, c'est-à-dire le contenu des rêves en sommeil lent, et le contenu des rêves REM, c'est-à-dire le contenu des rêves en sommeil paradoxal. En 1977, John Alan Hobson et Robert McCarley publient dans le American Journal of Psychiatry, vous allez vous taper mon accent anglais pendant toute la vidéo, les bases de l'hypothèse de l'activation synthèse. Pour eux, le rêve est provoqué par des ondes intermittentes qui se produisent par cycle et proviennent du tronc cérébral pontin, donc P, du cortex occipital, O, du muscle géniculé latéral et du thalamus, G, d'où le nom de pointe ponto-géniculo-occipital, PGO. C'est la phase d'activation chlorinergique. Un petit groupe de cellules situées au fond du pont sécrète l'acétylcholine, ce qui génère des images conscientes. Cette activité provoque une tentative au niveau du cortex et du système limbique de produire une expérience la plus cohérente à partir de ces entrées chaotiques. Il reçoit plein d'images, le pont, et il va essayer de produire un narratif à peu près chronologique construit qu'on appelle le rêve. La force de signal des neuromédiateurs, alors les neuromédiateurs c'est des substances chimiques qui sont libérées par les neurones pour agir sur d'autres neurones. Donc la force de signal des neuromédiateurs, notamment sérotoninergiques et noradrénalinergiques, qui sont des neuromédiateurs qui jouent un rôle dans la régulation de la cognition, et cette force est beaucoup plus faible pendant le sommeil paradoxal, elle augmente pendant la phase lente, elle est maximale au réveil. On qualifie ainsi ces neurones de REM off, éteints pendant le sommeil REM. Lors de leur réactivation, ces cellules mettent fin à l'expérience du rêve. La puissance du signal de la cellule chlorinergique est la plus élevée pendant le REM sleep, donc pendant le sommeil paradoxal. Donc, on qualifie cette cellule de REM on, c'est-à-dire qu'elle est en activité pendant le sommeil, et son activité sera un effet de la désinhibition. Cet état de fait expliquerait le caractère plus irrationnel de la phase de REM off, puisque, comme on l'a vu, les neuromédiateurs, je vais être très grossier, mais les neuromédiateurs qui sont à l'origine de la pensée, de la conscience, seraient un peu éteints pendant le sommeil paradoxal. Du coup, ce qui expliquerait que quand on est en sommeil paradoxal et qu'on voit un éléphant qui vole, on trouve ça parfaitement normal, parce qu'à vrai dire, on n'aurait pas de conscience, au sens de réflexion. Qu'en pensez-vous, Firefox? Vous n'avez rien compris? Moi non plus. J'adore ce prompteur. Les progrès de la technologie ont permis l'extension de ce modèle dit AIM pour activation, donc comme on l'a vu, la réactivation de certaines régions spécifiques du cerveau lors du sommeil paradoxal, donc A, Input-Output Gating, donc l'inhibition des entrées sensorielles externes du système moteur liées à l'activité du tronc cérébral et qui dépend des points de PGO, donc cette inhibition serait à l'origine de la construction des rêves. I et modulation M pour l'activation des cellules REM-on qui sont liées à la suppression ou la sauvegarde de données spécifiques du cerveau, donc à un système d'apprentissage au cours du sommeil. La troisième hypothèse que l'on va voir est celle de Mark Solms. Elle va nous permettre de critiquer ce modèle dominant, puisque bien que très renseigné, il possède de nombreux problèmes.
Donc Mark Solms, à partir d'une étude publiée en 1997 sur 361 patients atteints d'une lésion cérébrale, c'est-à-dire chez eux, ils subsistent, ils ont quand même le sommeil paradoxal, mais ils font pas de rêve. Et il s'appuie aussi sur des études qui montrent qu'il y a des rêves hors du sommeil paradoxal, comme on l'a vu lors de la phase 4, le sommeil lent. Il produit un contre-modèle. Il conteste la corrélation entre le sommeil paradoxal et les rêves, parce qu'il considère que, même s'il faut une conscience réduite pour rêver, les mécanismes du rêve viennent d'ailleurs. Leur nature serait donc dopaminergique et non chlorinergique, ce qui signifie qu'il y a une persistance, même minime, des neuromédiateurs de la conscience comme on l'a vu. Donc pour lui, le rêve, ce n'est pas le bourdonnement d'une machine complètement chaotique, mais ce n'est plus qu'une simple réponse passive à l'activation, comme le supposerait Hobson. L'imagerie onirique résulterait plutôt d'une élaboration active qui met en jeu des réseaux cérébraux spécifiques et des processus cognitifs complexes. Donc il réhabilite l'hypothèse freudienne du rêve, qui vient du livre le très fameux L'interprétation des rêves. Bien que spéculative, cette théorie souligne plusieurs problématiques du modèle AIM. Ce dernier modèle rend hétérogène le contenu des rêves de la pensée diurne, de la pensée qu'on a le jour, alors qu'il est démontré que nos activités précédentes, donc ce qu'on appelle l'ontogenèse, influent sur le contenu de nos rêves. C'est-à-dire que ce qu'on a fait les jours précédents, ils sont liés à nos rêves. Et enfin, c'est un modèle réductionniste des phénomènes psychologiques, puisqu'ils sont expliqués par des événements purement psychologiques. Or, on a vu que le rêve ne dépend pas seulement de la phase de sommeil paradoxal, et il semble lié à des facteurs externes. Ce qui nous amène à la quatrième hypothèse, celle de Goblet et Tassin. Je rêve de la terreur. J'assiste à des scènes de massacre. Je comparais devant le tribunal révolutionnaire. Je vois Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville, toutes les plus vilaines figures de cette époque terrible. Je discute avec eux. Enfin, après bien des événements que je ne me rappelle qu'imparfaitement, je suis jugé, condamné à mort, conduit en charrette au milieu d'un concours immense. Sur la place de la Révolution, je monte sur l'échafaud. L'exécuteur me lit sur la planche fatale. Il la fait basculer. Le couperet tombe. Je sens ma tête se séparer de mon tronc. Je m'éveille en proie à la plus vive angoisse et je sens sur le cou la flèche de mon lit qui s'était subitement détachée et était tombée sur mes vertèbres cervicales à la façon d'une guillotine. Le logicien Edmond Goblet publie en 1896 un article dans la revue philosophique où il expose la thèse selon laquelle le rêve vécu précède nécessairement l'éveil. Le rêve serait un état hypnopompique, c'est-à-dire qu'il serait lié au réveil, et non hypnagogique, c'est-à-dire qu'il serait lié à l'endormissement. Il serait corrélé au retour des fonctions perceptives qui, en un temps très très court, reconstruirait le récit à partir d'événements et d'éléments de mémoire et le conclurait par le réveil en reconstruisant une chronologie narrative. Donc le plus souvent, le stimuli du réveil guiderait la trame. Cette hypothèse a été reprise plus récemment par le neurobiologiste Jean-Paul Tassin, dont je vous mets une vidéo en description. De la même manière que le modèle AIM, le REM sleep, donc le sommeil paradoxal, présenterait l'activation des cellules REM on dans une sorte d'équilibrage de la désactivation des REM off. Donc ce qu'on a vu. Ceci libère notamment la sérotonine et la noradrénaline, voire peut-être même la dopamine, qui sont les neuromédiateurs en lien avec la modulation de la perception. Ainsi, pendant le sommeil, l'ensemble du cortex cérébral fonctionne sans eux. Cérébral, pas cérébral. Petite parenthèse sur le stockage de l'information selon Jean-Paul Tassin quand même. Quand je dis stockage d'information, c'est la mémoire, donc c'est dans la tête. Celui-ci peut être de deux types. Pas Jean-Paul Tassin, la mémoire. Analogique, donc rapide et inconsciente, c'est la mémoire qu'on a dès la naissance. Donc elle fonctionne sur la répétition et la reconnaissance de stimuli visuels, donc par exemple auditifs. Donc par exemple, on a un poteau chaque jour au même endroit, on va le contourner par habitude. Donald Hebb, en 1949, il postule que la stimulation simultanée des neurones les lie ensemble, ce qui augmente leur poids synaptique. En d'autres termes, une entrée analogique permet l'adoption d'un comportement par sa répétition. Plus on répète un comportement et plus on l'adopte. Et le deuxième état de la mémoire, ça peut être cognitive. Donc ça se développe dès 2 ans, et ça précède le stockage des données, c'est en gros une mémoire qui analyse avant les données. Et John Joseph Hopfield, il publie un modèle du réseau neuronal en 1982. Alors pour schématiser grossièrement, chaque mémoire dispose d'un niveau d'énergie minimum que Jean-Paul Tassin qualifie de bassin attracteur, et ce bassin attracteur attire vers lui une mémoire commune. Quand on voit quelqu'un, on va avoir une sorte de remontée des stimuli sur une mémoire, donc c'est un processus chaud-froid, quoi, et
tout d'un coup, on n'est pas dans une bibliothèque, on n'est pas un ordinateur où on va aller chercher dans la bibliothèque tous les éléments qui correspondent à la personne. En fait, non, on va d'un seul coup faire revenir tous les stimuli qui correspondent à la personne, ou qu'on croit qu'ils correspondent à la personne, ce qui fait que si on a des stimuli qui sont mal associés à la personne, même couleur de cheveux, on va avoir quand même le même souvenir qui remonte, ce qui fait qu'on fait de nombreuses erreurs de reconnaissance de personnes, en le dévisageant, je sais plus ce que je raconte. Je suis en train de parler en regardant le ciel là-bas et... C'est beau quoi. C'est beau, c'est la science. La science. Yeah, Mr. White. Yes, science. Okay. Donc en gros, pour simplifier, on a une mémoire analogique, donc c'est répétition, habitude, c'est celle qui fait que le matin, en te réveillant, tu évites le pied de ton lit à chaque fois, et une mémoire cognitive qui est une mémoire qui analyse, mais elle se développe après 2 ans. Et celle-là, elle permet de reconnaître les gens, et voilà, vous avez compris quoi. Ainsi, pour Jean-Paul Tassin, les images du rêve sont des traductions par le système nerveux central des bassins attracteurs formés pendant la veille, c'est-à-dire tout ce qu'on a collecté dans le bassin pendant la veille, tout ce qu'on a enregistré dans notre mémoire, donc généralement pendant les 1, 2, 3 jours avant, et pendant le sommeil, le fonctionnement analogique, le seul à subsister pendant la phase de sommeil, crée des images à partir d'éléments communs, et l'absence des neurotransmetteurs qu'on a évoqués tout à l'heure a pour effet que les bizarreries de ce mélange d'images ne sont pas relevées. Et les rêves, selon Jean-Paul Tassin, ne se formeraient qu'au cours de micro-réveils qui peuvent avoir lieu toute la nuit, entre 10 et 15 fois. Ils sont liés donc à des événements récents. La fonction du rêve serait de garder le sommeil en empêchant les micro-réveils de se transformer en réveil définitif. Cette hypothèse est renforcée par le fait que le réveil électrophysiologique précède de quelques secondes le réveil clinique, d'une seconde en fait. C'est-à-dire le réveil clinique, c'est l'ouverture des yeux. Dans cette perspective, l'explication des mouvements des chats lors de l'inhibition du locus subsurellus, c'est le fait qu'ils répètent les mouvements de la journée précédente. Et donc en fait, c'est là que c'est assez passionnant, c'est que c'est les mouvements qu'on fait pendant le sommeil qui créent nos rêves, et non pas l'inverse. Ce n'est pas, en fait, c'est pas parce qu'on bouge la main qu'on est dans notre sommeil en train de bouger la main, non, c'est en bougeant la main que notre cerveau, lors du réveil, va recomposer ce mouvement et l'inscrire dans le rêve. Bien que séduisante, cette hypothèse est assez spéculative. Elle est critiquée en partie pour les mêmes raisons que le modèle AIM, parce qu'elle se base aussi en grande partie là-dessus, et parce qu'elle n'explique pas complètement les correspondances observées dans les centres de sommeil, c'est-à-dire les endroits où on étudie les rêves, donc de gens qui dorment. Et dans ces endroits, on a étudié des correspondances, ou en tout cas on a cru voir des correspondances entre les mouvements dans les rêves et le récit qui est fait. Et ça, ce modèle ne l'explique pas complètement. Cette hypothèse n'explique pas non plus la persistance de la fameuse onde P300 qui, elle, signifierait que la conscience continue d'accéder à l'information. Alors même si cette onde, sa signification est très discutée, elle persiste pendant le sommeil paradoxal. Or, le fondement de l'hypothèse de Tassin, c'est que pendant le sommeil paradoxal, on n'a pas d'accès à la conscience. Et on peut souligner que les expériences réalisées sur des rêveurs lucides, qui auraient souligné à l'aide d'indications au cours du sommeil d'événements oniriques particuliers des corrélations psychophysiologiques, c'est-à-dire qu'il y aurait des corrélations entre le mouvement du somnambule et ce qu'il rêve, eh bien, ça invaliderait l'hypothèse de Tassin, parce qu'il en serait bien conscient. Alors, est-ce que l'hypothèse de Tassin ne concerne qu'une certaine catégorie de rêves, les rêves réveil-matin, ou alors est-ce qu'on est tous dans une vaste simulation avouez qu'on s'y perd quand même, hein. Maintenant, on va voir l'origine de la naissance des rêves, le top-down processing et bottom-up processing, mon accent anglais, on adore toujours. Donc l'équipe d'Isabelle Arnulf, dont j'ai mis la conférence en description, a en 2013 testé des personnes qui souffrent d'une maladie très rare, la perte d'auto-activation psychique. En raison d'une lésion bilatérale des boucles striato-palido-thalamo-préfrontales, je n'ai rien compris ce que j'ai lu, qui a écrit ce script, qui a écrit stop. Donc, en gros, ils souffrent d'une lésion bilatérale au niveau du noyau gris central, pour simplifier, on va dire les noyaux gris centraux. En gros, ils sont incapables de prendre la moindre initiative, ni même de générer la moindre pensée sans stimulation extérieure, sans qu'on leur demande. Et en les réveillant pendant la phase de sommeil paradoxal, on s'est aperçu que certains avaient en effet des rêves, mais dont le contenu était d'une grande pauvreté descriptive.
L'hypothèse que développe Isabelle Arnulf est que lors du REM sleep, le cortex reçoit une stimulation du tronc cérébral qui lui permet de produire une image, mais non un scénario. Cela nous amène au bottom-up et top-down processing, puisque Isabelle Arnulf affirme que ce constat pourrait venir renforcer la première hypothèse appliquée au rêve. Pour synthétiser, donc c'est l'hypothèse de Jouvet. Dans le cadre du top-down processing en psychologie, il s'agit de dire que nos connaissances interviennent dans notre perception du monde. Par exemple, nous perdions beaucoup d'informations lors du processus qui mène le stimuli extérieur au cerveau, et que dans ce cas, nous reconstituons le monde qui nous entoure à l'aide d'hypothèses passées. Dans le cas du bottom-up, par contre, il s'agit de dire que les stimuli influencent ce que nous percevons. Donc en gros, on a une connaissance totale. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'environnement dispose d'assez d'informations pour nous donner un sens sur tout ce qu'on a de manière directe. Dans le cadre du rêve, il s'agit de dire que, dans le premier cas, top-down, nos rêves apparaissent dans le cortex comme produit de nos motivations psychiques, comme le suggérait Mark Solms et la psychanalyse, tandis que dans l'autre cas, le rêve du sommeil paradoxal serait un objet empli de perception par le cortex. Mais ça peut aussi être un mélange des deux. Bref, je vous aide pas du tout, hein. Dernière partie, je crois, observation empirique. Peut-être pas la dernière partie. Donc parmi les observations empiriques, j'en ai trouvé quelques-unes intéressantes. Par exemple, le fait que les fameux rêves, perte de dents, le vol, la chute, mais en fait c'est des rêves qui sont liés à des biais de rappel et que la plupart de nos rêves sont banals. En fait 90% de nos rêves sont banals, mais c'est de ceux-là dont on se rappelle. Elle note aussi qu'il y a de nombreuses particularités, comme par exemple le fait qu'il y a une distinction genrée des rêves. Les rapports sociaux de sexe qui nous conditionnent entreraient dans le sommeil, et il y a aussi une prévalence des interactions sociales. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que dans chacun de nos rêves, il y a au moins 3 à 4 interactions en moyenne. C'est quand même assez intéressant. C'était vraiment très intéressant. Elle note aussi, puisque dans les centres de sommeil, en fait, elle va interrompre le rêve d'une personne, alors pendant le sommeil lent, pendant le sommeil paradoxal, et la faire écrire ce dont elle se souvient. Et elle se rend compte que les rêves issus d'un réveil lors d'un sommeil lent sont plus rationnels, ordinaires et plus courts, tandis que les rêves issus d'un sommeil paradoxal sont plus longs, plus affectifs et contiennent des interactions plus agressives. Mais ce ne sont que des moyennes, bien entendu, il y a des exceptions dans les deux cas. Ces expérimentations sont faites dans les centres de sommeil, donc il est possible d'utiliser des scanners à positrons, et ceux-ci ont permis de visualiser pendant la phase de sommeil paradoxal une activation des amygdales cérébrales liées aux émotions et une diminution de l'activité du lobe frontal. Isabelle Arnulf a noté lors d'expériences que les étudiants qui avaient des rêves concernant les concours, notamment des rêves qui dramatisaient les événements, retard, sujets incompréhensibles, etc., ces étudiants avaient un taux de réussite légèrement supérieur à la moyenne. Alors, est-ce que les rêves procurent un gain cognitif? Ce serait quand même une très belle explication évolutive. Antti Revonsuo a formulé une hypothèse évolutionniste du rêve en 2000. Il estime que les rêves ne sont pas un bourdonnement chaotique comme semblait le montrer le modèle AIM, mais qu'ils sont organisés et ils peuvent servir à simuler des agressions. Cela fonctionnerait comme s'il y avait un système d'entraînement à la menace virtuelle, un peu un jeu vidéo d'entraînement en sommeil paradoxal. On notera à cet effet que si en sommeil lent on a plutôt tendance à fuir, en sommeil paradoxal, les rêves contiennent plus d'agressions, et même s'il s'agit encore que de moyennes. Alors on arrive à la fameuse conclusion, je sais que vous en avez tous marre, d'ailleurs la plupart d'entre vous sont pas arrivés jusqu'ici, mais aujourd'hui nous avons un certain contrôle sur l'expérience onirique. Dans la conférence en description toujours, je copie, Isabelle Arnulf montre qu'on peut mettre fin au cauchemar en s'en souvenant, et que des thérapies existent via les rêves. C'est très sérieux. Ah, ça déconne pas, c'est la science. Plusieurs disciplines et méthodes s'affrontent sur la question des rêves, comme on l'a vu, et il est difficile parce que il s'agit d'un terrain pas vraiment délimité. Il y a la psychanalyse, la neurobiologie, la psychologie, et chacune des sciences veut vraiment montrer que ça appartient à son domaine, donc il y a des combats que je ne comprends pas. Enfin, le propos sur la division genrée des rêves, donc oui, il y a bien une ontogenèse, nous vivons dans une société, me permet d'ouvrir sur le livre de Bertrand Lahire, l'interprétation sociologique des rêves, que je traiterai peut-être une prochaine fois.
ou pas. Bravo d'être arrivé jusqu'ici, je vous encourage donc à poursuivre vos recherches. Si le sujet vous intéresse, je vais essayer de mettre le script sur mon blog en description, comme ça vous pourrez le relire. J'ai aussi mis un podcast de France Culture sur la philosophie des rêves en description. Je répète description. N'oubliez pas que cette vidéo ne peut pas faire office de référence et que l'ensemble du savoir que je vous ai transmis ici devrait dans le meilleur des mondes faire objet de vérification. Même si je sais qu'on a tous des contraintes temporelles, que personne n'a le temps et que c'est pour ça qu'on regarde des vidéos. Bref, merci d'être arrivé là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bisous.